Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation. Nous recevons pour ce mag le président de l'association des Amis de Bernay, Jean-Luc Montagioni. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous avez donc récemment fait une conférence au sujet d'un historien méconnu de Bernay. Oui, alors c'est donc Ernest Victor Veuclin, et donc il avait son imprimerie où a été jusqu'à il y a quelques années la librairie du collège. Et là, c'est donc Denis Leplat, le président des Amis des Monuments et Sites de l'Eure, qui nous a parlé de Veuclin. Alors, ce Veuclin, il a vécu entre la fin du 19e et le début du 20e. Il était imprimeur et il avait la possibilité, comme ça, il était très curieux d'histoire locale et quand il avait un sujet qui était à peu près complet, il pouvait imprimer avec les moyens de son atelier. Il pouvait imprimer des petites monographies. On sait qu'il en a produit environ 400. Il y en a 137, j'en ai compté 137 qui étaient disponibles en ligne sur le site de Gallica, le site de la Bibliothèque nationale. Et ce sera en lien donc avec la prochaine conférence pour une raison très précise. Alors oui, c'est un lien un petit peu indirect, mais qui a quand même un lien, un lien net. On sait que Veuclin fait 13 jours de prison vers 1880-1890. Il est emprisonné pendant 13 jours pour non-paiement d'une dette fiscale. Bon, une dette un petit peu discutable, mais au bout de 13 jours, ses amis réussissent à payer ses dettes et le faire sortir de prison. Et bon, n'ayant rien à faire, il avait de l'encre et du papier d'abord. Il a commencé par écrire à la plume le récit de sa captivité. Et quand il a pu sortir, il l'a fait imprimer. Alors, on a tout un profil sociologique un par un de tous les prisonniers, de ses camarades de captivité, et puis une description des locaux. Par exemple, on découvre qu'il y a certaines décorations qui étaient présentes à l'étage du foyer de la Maison des Jeunes aujourd'hui et qui étaient encore présentes à l'époque de la prison, qui ne le sont plus. Il est question d'une chapelle, mais on ne sait pas la situer, mais on a un certain nombre d'éléments comme ça sur l'aménagement et l'utilisation de l'abbaye. Et avec d'autres recherches qu'on entreprend sur les archives départementales, on s'aperçoit que cette abbaye, après sa fermeture à la Révolution, elle est investie par les administrations au XIXe siècle, et là, elle a une histoire extrêmement complexe. Elle sert donc de mairie, ce qui est toujours le cas, elle sert de sous-préfecture, de prison. Il y a même une époque où on inverse la position de la sous-préfecture et de la prison, ce qui ne devait pas être très facile à réaliser sur le plan pratique. Et en 1913, la sous-préfecture s'en va pour aller dans l'actuel site de la rue de la sous-préfecture, et c'est la Poste qui prend sa poste avec le central téléphonique. Et ça m'a donné, bon, faut pas dire que ça m'a donné l'idée, mais ça y a contribué de parler dans une prochaine conférence de Bernay, de l'époque du téléphone manuel à Bernay. Parce que c'est une situation que, bon, moi j'ai bien connue parce que mes parents y travaillaient tous les deux. Et puis, le téléphone manuel, c'est quelque chose, il a été éteint il y a 45 ans à Bernay. Donc, il y a une mémoire à conserver. Et on s'aperçoit en creusant un petit peu que technologiquement, il y avait des choses qui étaient étonnamment avancé dans une technologie très rudimentaire, mais il y avait des choses comme là, tout simplement ce qu'on utilise aujourd'hui, la technologie CPL. On a l'impression que c'est venu avec l'Internet, mais la technologie CPL servait déjà dans les années 50 pour des communications téléphoniques. Elle marchait en analogique, elle ne marchait pas en numérique, mais c'était déjà quelque chose de très avancé pour l'époque. Donc c'est une partie des choses que je vais citer, mais autrement, il y aura la disposition des locaux, le matériel qui était déployé, les effectifs, les conditions de travail, et puis un certain nombre de métiers qui n'existent plus aujourd'hui, qui étaient présents dans ces locaux. Pouvez-vous nous rappeler donc la technologie CPL pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Alors c'est les courants porteurs en ligne, c'est ce qui permet de transmettre sur un réseau électrique, de transmettre les informations Internet sur le réseau de distribution électrique. Donc avec des superpositions d'ondes par-dessus le courant du secteur, on va dire entre autres le 230 volts qui vient chez tous les gens qui ont l'électricité, c'est-à-dire tout le monde. Et vous venez de faire paraître donc le 83e numéro du bulletin de Bernay, et vous êtes déjà en train d'essayer d'écrire le prochain. Alors on a déjà une réunion qui est calée. Donc dans le prochain, il y a déjà prévu un article sur le boulevard de Normandie, enfin la cité-jardin du boulevard de Normandie.
Ça, c'est un élément de Bernay dont on ne voyait pas la patrimoniale. Je n'ai pas trouvé le mot, on ne voyait pas qu'il était patrimonial. Donc c'est Chloé Pata, animatrice de l'architecture et du patrimoine en son temps, qui a découvert que Bernay était la seule ville de l'Eure qui avait conservé ses cités-jardins, donc des cités pavillonnaires construites après une loi sociale des années 1920-1930. Et donc toutes les rues en éventail autour de la stèle de Silla-Lefebvre dans le boulevard de Normandie, elles datent de cette époque-là. Donc elles se sont plus ou moins bien conservées, plutôt bien parce que la construction était d'une qualité assez moyenne au départ. Et donc il y a eu tout un quartier qui a été créé de zéro dans les années 20 autour de la rue de la Rille. Enfin, on couronne la rue de la Rille, après la rue du Neubourg, j'ai en tête la rue du Neubourg et puis la rue du Lieuvin, je crois. Mais enfin, toutes ces rues qui rayonnent autour du monument à Silla-Lefebvre, boulevard de Normandie. Reste-t-il des vestiges de ces rues où tout a été Alors toutes les rues sont en place, toutes les maisons sont quasiment conservées, peut-être une ou deux exceptions, mais encore. Et elles ont évolué différemment et il y a eu quelques modifications, il y a eu des enduits extérieurs qui ont été refaits, donc des crépis qui ont changé de couleur, elles ont perdu leur uniformité d'origine. Il y avait même quelques commerces en bordure du boulevard de Normandie, on les devine encore. Mais beaucoup ont été transformés, enfin ils ont tous été transformés en appartements. J'en ai connu quelques-uns dans les années 60 en activité. Donc quand on est boulevard de Normandie, on voit ces trottoirs surélevés avec des rambardes, ce sont des anciens commerces. Donc là les commerces ont disparu, mais c'est tout un quartier qui a été préservé, alors que pour des raisons diverses, les autres, alors je ne saurais pas vous dire lesquelles, mais les autres communes de l'Eure qui avaient des cités-jardins n'ont pas conservé leur cité-jardin. Et depuis plusieurs mois, puisqu'on parle des rues, depuis plusieurs mois, vous avez un projet qui fait appel au bon vouloir des citoyens bernéens par rapport à leur rue. Tout à fait. Alors ça, c'est une idée de Daniel Callas, le secrétaire, de faire l'histoire de Bernay par ses rues et l'histoire des rues par les habitants ou par les gens qui ont un lien affectif avec une rue. Bon, c'est pas une condition vraiment indispensable. Il suffit de s'intéresser à une rue, mais c'est toujours les habitants en général qui s'y intéressent le plus. Et puis de faire l'histoire de la création de la rue quand on peut la trouver, ce qui est le cas par exemple de toutes les rues autour de l'ancienne abbaye, place de l'Hôtel de Ville, rue de l'Abbatiale, rue Gambetta, rue Léon Puel. Toutes ces rues-là sont des rues de création du 19e et c'est le premier cas d'une urbanisation concertée dirigée par les pouvoirs publics. Les rues plus anciennes, elles se sont créées parce qu'un jour, on a eu besoin de passer là, on a tracé un chemin et puis les maisons sont construites le long. Mais là, c'est vraiment quelque chose de concerté avec un architecte qui rédige un plan. Bon, déjà, c'est Robert Lindet, maire de Bernay, sous la Première République, qui demande la rédaction du plan. Et on s'aperçoit avec horreur que la première rue Gambetta, elle a failli longer la salle capitulaire et passer entre la salle capitulaire et le musée et après traverser l'abbatiale. Donc traverser, ça veut dire après destruction, bien entendu. Donc là, on aurait perdu toute la partie la plus intéressante de l'abbatiale, on n'aurait conservé que la nef. Donc l'abbatiale a eu très chaud. On a pu conserver la partie la plus intéressante qui est le chœur et le transept. Mais on a l'histoire de ce quartier. Alors la rue de l'Abbatiale est très avancée parce que il y en a eu Jean-Luc Germain qui est un habitant de la rue de l'Abbatiale, qui était un habitant de la rue de l'Abbatiale. Avec la quincaillerie de ses parents et de ses grands-parents. Donc il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et puis autrement, il y a actuellement la rue des Poilus et la rue Bernard Gombert. On a la rue Alexandre et puis on a encore une rue la rue des Sources avec Véronique Le Borgne. Donc elle était désolée, Véronique, parce qu'elle ne trouvait aucune activité ni artisanale ni commerciale sur sa rue jusqu'à une date récente. Mais là, elle vient enfin de trouver un bourrelier, donc elle peut rattacher une activité parce que la rue apparemment n'était que résidentielle avec quelques jardiniers. Donc c'est toute une histoire à écrire. Et puis bien sûr après. Il y a des gens qui viennent de nous rejoindre sur l'histoire des rues. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre en charge leur rue ou une autre rue, bien sûr, la porte est ouverte pour bénéficier de l'expérience des premiers qui ont travaillé depuis un an sur le sujet.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, C'est un plaisir Jean-Luc pour moi aussi. Montagioni. Vous pouvez retrouver ce mag et tous les autres mags sur radiosensation.fr ou sur notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie. Vous pouvez également aller sur notre page Facebook Radio Sensation Normandie.